Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode du podcast Y'a pas que la data. L'AI Act a été ratifié en février. Une dernière version du document a été signée il y a quelques jours, mi-mars. La réglementation autour des usages de l'IA est un sujet clé pour toutes les entreprises. Et aujourd'hui, pour en parler, pour parler de ce sujet brûlant, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Youalalen, qui est le PDG et cofondateur de Numalis, une entreprise de la Deep Tech qui propose des outils pour valider les algos d'IA afin de les rendre plus robustes et aussi explicables. Arnaud a également la casquette d'ISO expert. Il contribue à créer cet encadrement pour les usages autour de l'IA. Je suis toujours accompagné de mon acolyte Thomas Memoun et très heureux de vous accueillir. Donc bonjour Thomas, bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Salut Pierre, salut Arnaud. On va commencer très simplement. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Numalis ? Alors Numalis, comme l'a dit Pierre, on est une deep tech qui travaille sur les questions de fiabilité de l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'en fait on développe des outils qui permettent de mesurer jusqu'où on peut faire confiance à une intelligence artificielle et on propose ces outils pour les ingénieurs qui fabriquent de l'IA aujourd'hui dans différents secteurs, principalement des secteurs un peu critiques comme l'automobile ou l'aérospatiale ou la défense, où on a envie de mettre de l'IA mais il va falloir s'assurer que tout ça marche bien. Et pour définir justement comment on va faire ce déploiement, on travaille aussi, comme l'a dit Pierre, dans les comités de standardisation, notamment ISO, pour définir c'est quoi les bonnes pratiques, les exigences et les requirements qu'on va mettre sur ces IA pour pouvoir leur mettre un tampon pour dire c'est des IA de confiance. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais jamais entendu le terme deep tech auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Une deep tech, c'est un modèle de start-up un peu différent des start-up, on va dire, classiques. Elles sont généralement liées à des laboratoires, ça peut être des spin-offs ou bien des entreprises qui industrialisent des résultats de travaux de recherche. Et elles sont caractérisées par des cycles de vente et de déploiement qui sont beaucoup plus longs que des entreprises de start-up classiques, où on se projette plus à 5 ou 8 ans pour savoir qu'on va propager une innovation dans l'industrie que sur 2 ou 3 ans pour la mettre sur le marché en B2C par exemple. Et du coup, donc les défis spécifiques finalement aux entreprises de la Deep Tech, c'est pas mal de sciences, des cycles de vente longs, c'est ça. Et Numalis, c'est basé à Montpellier. C'est basé à Montpellier depuis 2015, donc tu vois, on est déjà à 8 ans d'existence et justement on est sur des sujets scientifiques assez lourds puisqu'on parle de preuves de programme. Donc en gros on fait des maths pour prouver des intelligences artificielles. Et ça, il a fallu bien 5-6 ans avant de comprendre et d'éduquer notre marché et de créer notre marché en fait. Parce qu'une deep tech, souvent, elle arrive sur un marché où le besoin n'est pas forcément encore bien caractérisé. Les gens n'ont pas conscience qu'ils ont ce besoin. Et donc, du coup, on doit d'abord faire une phase d'évangélisation pour arriver à convaincre que cette solution, justement, répond à un besoin qui est en fait critique pour les industries. Et ensuite, il faut convaincre que même si on est nouveau et petit, en fait, on est l'acteur de confiance pour pouvoir développer cette technologie. Pas simple. C'est pas simple, effectivement. Toi, tu vas passer des bonnes nuits blanches. Ça... Tu vas bien en passer. On a beaucoup de gens à les convaincre et il faut se prendre beaucoup de baffes, en effet. Ouais. Mais par contre, c'est super gratifiant de voir dans le regard des gens au bout d'un moment, quand ils ont compris ce qu'on fait, la lumière. Voilà, et qu'ils se disent « Ah ouais, mais en fait, c'est hyper important ce que vous faites et j'en ai besoin ». Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est un peu le challenge qu'on va chercher, quoi. Et donc du coup, le but de Numalis, c'est de construire des IA robustes et fiables. C'est d'aider à construire. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas des IA. On n'est pas une entreprise AI makers, on ne fait pas des IA sur étagère. Okay. Nous, on fabrique des outils qui rentrent dans la caisse à outils de l'ingénieur IA, n'importe où, dans n'importe quel groupe ou dans n'importe quelle entreprise, pour l'aider à lui-même vérifier est-ce que je suis en train de faire une IA qui est suffisamment robuste ? Est-ce que je peux me servir des techniques d'explicabilité pour la rendre encore plus robuste et pour pouvoir justifier de sa conception ? Et in fine, d'arriver à une IA qui est beaucoup plus fiable et de confiance. Okay. Je vais peut-être un peu trop sauter dans le sujet, mais au moment où l'intelligence artificielle, elle évolue vraiment, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA générative, mais de façon plus générale, c'est les LLM qui ont un véritable impact dans notre société actuellement. Sauf que les LLM, par nature, ils sont basés sur des modèles de fondation qui sont eux-mêmes extrêmement opaques. On ne sait pas vraiment sur quelles données ces modèles apprennent. Est-ce que de ce fait, on est bloqué pour créer des nouvelles IA qui sont robustes ? Alors la robustesse des LLM, c'est un vrai sujet.
La robustesse, si on se place du côté du monde de la standardisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je peux garantir que mon système il reste performant, en gros, peu importe l'endroit où je l'utilise. Donc, est-ce que je peux maintenir sa performance? Et déjà, rien que là, quand on se dit, mais est-ce qu'un LLM est performant? En fait, c'est hyper subjectif. Définir performance. Exactement. Parce que pour un système, on va dire, pas génératif, en général, on peut avoir des vraies métriques, des trucs mathématiques pour dire, voilà, à 98, quelque chose. sûr. Par contre, un LLM qui vous pond une réponse ou qui vous pond une image, vous allez peut-être être super satisfait de la réponse, moi peut-être pas, mon voisin moyennement, enfin c'est subjectif en fait. Et donc du coup, si c'est subjectif, ça veut dire que c'est pas évident de dire je peux attester d'une certaine fiabilité, d'une certaine performance de mon système. Donc déjà, si j'arrive pas à dire c'est quoi la performance, je vais avoir encore plus de mal à parler de la robustesse. C'est-à-dire, est-ce que ma performance se maintient? Alors, on y a du mal parce que c'est très nouveau. C'est parce que les LLM, ça a déferlé dans l'opinion publique il y a à peu près un an. En vrai, il y a quand même des travaux aujourd'hui qui se développent pour essayer de quantifier, de mesurer et de mettre un peu de mathématiques, de rigueur, voilà, dans tout ça. Donc ça va venir, je l'espère en tout cas. Nous, on est acteurs justement dans cette direction-là. Et donc j'espère que bientôt, on pourra avoir des vrais KPI qui disent, Key Performance Indicators, qui diront vraiment est-ce que mon LLM, je peux dire jusqu'à quel niveau je peux lui faire confiance, quoi. Je me demandais si le MLOps c'était une réponse utile face aux IA robustes. Est-ce qu'aujourd'hui le MLOps, ça vous aide? Déjà, qu'est-ce que c'est le MLOps? Rapido. Alors, le MLOps, c'est le fait de pouvoir, dans les grandes lignes tracées, faire évoluer de façon pérenne une solution, pouvoir tester sa solution de machine learning avec 4 gros enjeux. Et aujourd'hui, dans les LLM, on a beaucoup de choses à découvrir. Il y a tout un aspect qualitatif aussi gros que le quantitatif. Le MLOps, il se base vraiment sur des techniques qui sont assez vieilles, sur du machine learning, qui ont déjà fait leurs preuves depuis 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, on essaie d'appliquer une philosophie un peu plus dev, le développeur, le DevOps, pour donner un cadre pas respectueux, mais logique au déploiement des solutions qui intègrent de la donnée et des modèles d'intelligence artificielle en plus que le développement. Et est-ce que ça vous aide concrètement à rendre l'IA plus robuste déjà, le MLOps, ou c'est pas une réponse en tant que telle? Ça en est une, ça en partie. Le MLOps, en fait, c'est de la rigueur juste. En fait, c'est qu'on va écrire des étapes bien définies avec des inputs, des outputs, des attendus, et on va pouvoir mesurer à chacun des steps dans ce processus est-ce qu'on a franchi ou pas les attendus. Donc, en fait, c'est de la rigueur de développement. Et en informatique, ça fait hyper longtemps qu'en fait on sait faire ça et qu'on le pratique. C'est de l'intégration et du déploiement continu finalement, mais appliqué au machine learning, exactement, au modèle, etc. C'est ça? C'est ça. Et ce que j'aime à dire souvent, c'est que pendant très longtemps, on va dire ceux qui font de l'IA ont été vus un peu dans les entreprises comme des gens qui faisaient de la magie noire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans leur coin, personne ne comprenait rien à ce qu'ils faisaient. Par contre, il fallait prendre pour argent comptant que ce qu'ils avaient produit, c'était génial. Tu parles de l'époque où en fait finalement l'IA et le machine learning étaient assurés par ce qu'on appelle les data scientists en fait finalement, principalement. Oui, c'est ça. Peut-être plus scientifique qu'informaticien. En fait, surtout, on avait des petites équipes de data scientists qui étaient dans leur coin, qui rendaient finalement pas beaucoup de compte aux gens. On leur disait il faut faire ça. Et eux, ils se débrouillaient. Et, boîte noire, exactement. Et donc, eux, après, ils livraient un objet machine learning, que ce soit un LLM ou autre chose. Et voilà. Par contre, dans l'industrie, ça, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Dans l'industrie, on a besoin d'avoir des processus documentés, avec des gens dont on peut attester des compétences. On va vérifier que les processus ont bien été respectés, que la qualité de ce qui est produit est au rendez-vous. Et ça, c'est de la rigueur, en fait. Ça, c'est du MLOps, c'est du DevOps. Donc, effectivement, si on veut un produit de qualité où on peut dire il est robuste, il faut avoir un processus qui permet de mesurer ça tout au long du développement. Et d'être réplicable, ce processus, quantifiable. Exactement. Et on sait à chaque étape si c'est ça qui a produit ou détérioré de la qualité, de la régression, etc. C'est ça. Et ça permet surtout pour ensuite les managers de pouvoir dire c'est quoi l'effort que j'ai besoin de faire pour avoir ce produit. Est-ce que c'est 3 mois de boulot? Avec c'est 6 mois de qualité. Exactement. Et donc là, on rentre vraiment dans un processus industriel, mais hyper classique. De j'ai mon triangle, le nombre de ressources nécessaires, le temps pour le faire et la qualité obtenue, quoi. Finalement, c'est le passage on sort de l'éprouvette et du POC
Ouais. où on était souvent cantonné finalement à une approche industrialisation et développement logiciel plus classique qui permet du coup d'être intégré dans une chaîne de déploiement, de développement logiciel, etc. C'est ça. Ce que je disais, on sort de la magie noire pour rentrer dans une ère industrielle, exactement. C'est une sorte de maturité finalement de ce secteur. Oui, et c'est complètement cohérent en fait d'être passé par ces étapes au début où on bricolait, parce que la technologie se développait et les premiers usages apparaissaient, mais on n'avait pas tellement besoin d'avoir de la rigueur. Maintenant, effectivement, vu qu'on veut massifier l'emploi, le déploiement et en même temps que les risques augmentent, on est obligé de se couvrir en disant non mais si je déploie à très grande échelle et que je touche des millions de personnes avec mon produit, est-ce que je peux garantir que ça ne va pas me retomber dessus après quoi. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement avec les LLM finalement. Oui. Ok, très très clair et très intéressant. Du coup, je vais passer du coq à l'âne. On a parlé en intro de cette partie, de ce gros mot qu'on appelle AI Act. Je dis gros mot parce que ça déclenche des passions en fait. Et c'est des débats passionnés entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est vraiment quelque chose d'important dans la tête des gens dans notre industrie. Est-ce que déjà tu peux nous en détourer un peu les grandes lignes de quoi il s'agit ? Donc les AI Act, c'est une réglementation européenne du même ordre que le RGPD. Donc, le RGPD, c'était celui sur les données personnelles. C'est en gros un règlement qui s'applique à tout le monde, à tous les États, à toutes les entreprises du territoire européen de facto. Donc déjà, la portée déjà est très élevée puisque le droit national n'a pas tellement son mot à dire. C'est tout le monde aura le même AI Act, que ce soit en Allemagne, en Espagne ou en France. Ensuite, cet AI Act, il approche le problème de l'IA par une approche par les risques. Et en gros, il dit, bon, il y a des trucs inacceptables. Il y a des choses, c'est tellement risqué, c'est interdit. Donc, sur le territoire européen, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est quoi, des industries, des secteurs d'activité ou carrément par usage ? C'est des usages plutôt. C'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, la surveillance de masse biométrique, le crédit social chinois avec des IA derrière, interdit. Ça ne respecte pas nos valeurs européennes, donc on n'en veut pas. Même pendant les JO ? Alors les JO, c'est un cas intéressant, c'est justement là, il y a tout un... Je mets les pieds dans le plat. mais il y a tout un mécanisme là justement d'exception et c'est hyper encadré pour justement dire est-ce qu'on a le droit quand même exceptionnellement juste dans les gares ou dans les stations de métro, enfin avec énormément de garde-fous. C'est comme le français, tu as beaucoup de règles, beaucoup de règles et plein d'exceptions. Autant d'exceptions, c'est ça ? Il y a un peu de ça. Bon, je rigole, mais moyennement quand même. Mais il y a des choses voilà, où vraiment là ils ont dit c'est non. Okay. C'est pareil, tous les trucs de manipulation de masse de l'opinion publique, bon, ça c'est non quoi. Ensuite, tout en bas, dans l'échelle des risques, il y a ce qui n'est pas risqué. Donc l'IA dans les jeux vidéo par exemple. Ça, ils ont dit non, vous faites ce que vous voulez, pas de problème. Un cran au-dessus, il y a le medium risque, on va dire. Et là, en gros, là on retrouve tout ce qui est dans l'interactivité avec les chatbots par exemple. Donc c'est le fait que quand vous parlez à une IA, vous devez en avoir conscience. Donc c'est juste, vous parlez pas à un humain là, vous parlez à une machine et il faut que la machine vous le dise. C'est juste ça, donc c'est pas bien méchant. Et après il y a la catégorie intéressante. C'est la catégorie entre le interdit et le médium. Ah, ça doit être la catégorie où il y a le plus de débats quoi, j'imagine. Et c'est celle-là, oui, c'est celle-là où que vraiment en fait structure les AI Act. C'est la catégorie des IA à haut risque. Et alors, qu'est-ce que c'est une IA à haut risque ? Si on le prend de la manière la plus générale, c'est en gros une IA qui peut violer vos droits fondamentaux. Ça, c'est une définition très large. Donc, le droit fondamental, c'est quoi ? C'est par exemple le droit à la vie. Donc, une IA qui peut vous tuer, c'est un système à haut risque. Donc, une IA dans une voiture qui peut causer un crash, c'est une IA à haut risque. Une IA dans un dispositif médical qui peut être défaillant et vous mourrez à cause de ça, c'est une IA à haut risque. Mais il y a d'autres droits fondamentaux auxquels on pense un peu moins. C'est par exemple le droit au travail. Donc, c'est aussi reconnu en tant que droit fondamental en Europe. Et donc, une IA qui discriminerait massivement empêchant des millions de personnes de travailler à cause de leur patronyme, c'est une IA à haut risque aussi. Puisque du coup, elle priverait les gens de ce droit-là. Donc, la définition est assez large. Alors après, il y a tout un énorme débat pour savoir comment on va détourer les frontières en disant est-ce que c'est à haut risque ou pas. Et là, les AI Act va permettre d'avoir, on va dire, de la souplesse, puisqu'il y aura des mécanismes, des corps de rappel, pour régulièrement réviser ça, pour dire est-ce que ça c'est vraiment à haut risque, est-ce que ça ne devrait pas le devenir, etc. Mais en gros, c'est ce package-là d'IA à haut risque qui va être fortement régulé. Et c'est sur celui-là que nous, on travaille typiquement. C'est pour dire, OK, comment je fais
pour m'assurer que ce système qui est à haut risque, qui va être sur le marché, hein, c'est le but, je vais m'assurer qu'il soit fiable. Parce que s'il ne l'est pas, là, il risque d'y avoir des problèmes. Il risque d'y avoir des morts, il risque d'y avoir des discriminations, et ça ne va pas le faire. Et donc, l'AI Act, il est là pour encadrer comment on va mettre ces systèmes sur le marché. Ok. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai plein de questions. Parce que du coup, si un chatbot, il n'est pas classé dans l'AI à haut risque. Ouais, il a juste besoin de dire que je suis un chatbot, en gros. Quand vous démarrez la conversation avec lui, vous devez savoir que vous êtes en train de parler à un chatbot. C'est tout. Ok. Admettons qu'il discute avec une personne et qu'il lui dise de se jeter par la fenêtre. Alors là, on est dans le registre de la manipulation. Et on commence à se rapprocher des choses interdites. Mais comment tu peux définir qu'au départ, vu que c'est classé par usage, que ton IA, elle parte en vrille ou elle hallucine et elle sorte de sa cage finalement? Là, ça sera au concepteur de mettre des cordes de rappel, justement pour Des dire... Des Des guardrails. safeguards, ouais, c'est ça, des guardrails ou des choses qui vont relire ce que l'IA produit pour vérifier que d'un coup, là, on n'est pas dans un registre Où on change de classe. où on change de classe. Ouais. Ok. Mais par construction, en fait, pour dire qu'il va rester dans une IA pas à haut risque, il va devoir bien borner son domaine d'emploi, son usage. Et ensuite, il va borner, évidemment, si son IA peut sortir de ça, il va devoir mettre des barrières, quoi. Ouais, ils doivent s'arracher les cheveux. Toutes ces réglementations, j'imagine qu'il doit y avoir quelques pages dans ce document. Oui, là, c'est quelques centaines, oui. Ok, super. Tu t'en as lu un? Tu les as lus? Tu l'as lu? Alors, j'ai pas lu la toute dernière version qui est sortie il y a 2 jours. Mais l'autre, oui. Enfin, mais les précédentes, oui. Ok, super. Je l'ai sur ma table de chevet. Ouais, c'est pour dormir, c'est parfait. Ah ouais, si vous avez besoin d'un bon somnifère. Du coup, ça me permet d'aller sur cette deuxième séquence du podcast qui est la partie un peu réglementation, parce que tu as une deuxième casquette, enfin tu as plein de casquettes, mais en tout cas tu en as minimum 2. La deuxième, c'est que tu as un rôle d'expert ISO. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que sont les normes ISO, et notamment en matière d'intelligence artificielle? Alors, l'ISO, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous en avez peut-être déjà entendu parler de temps en temps quand les entreprises disent qu'elles sont certifiées avec ISO, par exemple 9001. Et ça, en fait, ce sont des standards qui définissent, par exemple, la qualité de gestion dans l'entreprise. Et donc, ce sont des documents qui sont écrits collégialement par des experts, qui sont ensuite reconnus par des États, et qui disent « Ok, on pense que ce document, il est suffisamment bien écrit, mature et utile à l'industrie pour qu'on le promulgue. » Et ensuite, les industries peuvent l'adopter et dire « Moi, je suis les recommandations, les best practices qu'il y a écrites dans ce document. Et donc, je fais quelque chose de qualité. » Par exemple, si je suis en train de lire un document qui parle de qualité. Depuis 2018, l'ISO a constitué un comité spécifique à l'intelligence artificielle, qui s'appelle le sous-comité 42. 42. Parce que c'est le 42e, mais le chiffre est parfait. Mais du coup, ils sont structurés depuis 2018. Après, il y a à peu près 30 pays qui participent activement. Et moi, je fais partie des experts qui sont dans la délégation française pour pousser des positions au nom de la France et qui servent aussi des intérêts français. Et moi, je suis même un peu plus que ça, c'est que j'ai réussi à planter le drapeau sur un des sujets qui est traité à l'ISO, qui est la robustesse. Et donc, en fait, les standards qui parlent de la robustesse, c'est moi qui les pilote. En fait. C'est-à-dire que c'est moi qui organise les débats, qui recueille les avis et les contributions des différents experts des 30 pays, et qui essaye de faire aboutir le document avec un consensus international pour permettre justement de dire on est tous d'accord, c'est bon, la robustesse c'est ça, voilà comment on la mesure, etc. Donc mon rôle, il est aussi de faire ça. Je suis éditeur, on appelle ça, de standards ISO. Mais à ce niveau-là, c'est de la politique ou encore du dev? Alors on se rapproche plus même de la géopolitique, puisque en fait on voit apparaître les tensions entre les différents États, avec un bloc typiquement anglo-saxon qui n'est pas tellement pour écrire des standards trop contraignants, parce qu'ils aiment plutôt le free market et laisser les entreprises s'auto-réguler. Les Européens, à l'inverse, qui veulent plutôt des standards assez stricts, qui vont définir des attendus très précis, et si on ne les a pas, on n'est pas certifié. Et après, il y a tous les jeux avec les autres pays qui peuvent être du coup aussi influencés par des entreprises comme les GAFA, qui sont présentes partout dans le monde et qui poussent aussi leurs intérêts.
Donc c'est un jeu un peu complexe, effectivement, entre les intérêts nationaux, les intérêts d'entreprises transnationales et d'entreprises nationales qui essayent aussi, comme nous, de défendre notre bout de pain, puisqu'on vend des outils sur la robustesse, on écrit le document sur la robustesse, et effectivement, on a un intérêt très fort à ce que le document soit bien écrit. Tu as une question, Thomas, tu voulais poser une question, vas-y. Non, non, ça fait penser à une série, le jeu du trône, quoi, un petit peu. C'est Ouais. dans quelle mesure on donne de l'importance aux choses. Et en fait, moi, ça me fait tout de suite penser au fait que, on a parlé du MLOps auparavant. La nature du MLOps, c'est de dire qu'on est dans un environnement qui est non déterministe, c'est-à-dire que les données et les modèles, ils dépendent par nature des données qu'on ne contrôle pas, qui dépendent des personnes qu'on a en face de nous. Comment on fait pour garantir, voilà, au-delà de mettre en place, garantir des normes qui restent pertinentes et évolutives à travers le temps? Alors, les normes, ce sont des documents qu'on révise régulièrement, au moins, au plus tard, tous les 5 ans. Il faut réouvrir une norme pour vérifier est-ce qu'elle est toujours suffisamment à jour par rapport à l'état de l'art. Donc, ce sont des documents évolutifs. Alors, évidemment, on va pas se mentir, l'état de l'art avance plus vite que les normes. Hein, on met à peu près 3 ans pour sortir un document à l'ISO. Donc, entre le moment où on lance le document et le moment où il est publié, effectivement, l'état de l'art a déjà pas mal évolué, surtout dans le domaine de l'IA. Donc, c'est toujours un peu compliqué de dire est-ce que ce document est suffisamment mature ou il suit relativement bien l'état de l'art. Ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de définir des principes qui, eux, normalement, on va dire, restent un peu, pas intemporels, mais vont rester un peu stables. Donc la robustesse, si je me place 20 ans en arrière avec les IA qu'on avait au début des années 2000, globalement, ça sera à peu près le même concept que maintenant. Il n'y a que sur les LLM où là, d'un coup, on se dit « Ah tiens, là, on a peut-être loupé un truc ». C'est qu'effectivement, la robustesse des LLM, c'est pas aussi simple. Mais la robustesse des IA d'il y a 20 ans ou celle d'aujourd'hui hors LLM, ça passe encore. Donc quelque part, c'est ça qu'on essaye de définir. Ce sont des choses assez génériques, assez horizontales, on dit, pour que ça soit applicable dans tous les secteurs, et qui soient suffisamment stables pour qu'on se dise « C'est bon, dans 6 mois, ça aura encore un sens de l'avoir écrit ». Ouais, et du coup, tu as dit qu'il y avait 30 pays qui sont À peu près, représentés. ouais. Il y a la Chine. Alors oui, très clairement, la Chine est un des gros, des gros poids lourds de l'écosystème. Ouais. Et en fait, je comprends pas le concept. Parce qu'en fait, du coup, eux, ils participent à rédiger une norme dont, a priori, ils s'en foutent un peu quand même, chez eux. Non, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent rédiger, si c'est une norme ISO qui est appliquée partout dans le monde, Ah, c'est la rédiger pour les autres. bah ouais, pour qu'ils puissent exporter plus facilement leurs produits dans d'autres zones géographiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'OMC, mais dans le principe, la position de la Chine, c'est effectivement d'essayer de faire en sorte de favoriser aussi son industrie, comme tout le monde à l'ISO, hein, tout le monde essaye de défendre ça. Mais eux, ce qu'ils aimeraient, c'est effectivement que les normes leur soient aussi favorables pour qu'ils puissent exporter en Europe, en Amérique ou en Afrique leurs produits d'intelligence artificielle. Et du coup, il y a un lien entre les normes ISO et les AI Act ou pas ou... Alors oui, alors là, il faut rentrer un peu dans la technique de Voilà, comment attention. les AI Act se structurent. Donc, ça va être plus compliqué que de discuter d'intelligence artificielle, en fait, je pense. Donc, les AI Act, c'est le règlement européen. Il vous dit qu'est-ce que vous devez faire. Il vous dit vous devez faire des IA robustes, vous devez faire des IA explicables, etc. Il vous donne tout ça. Mais il vous dit absolument pas comment. Le comment, en fait, c'est un organisme de standardisation européen qui s'appelle le CEN-CENELEC qui doit rédiger des documents de standardisation qui disent comment on fait. Comment on fait de l'IA robuste, comment on fait de l'IA explicable, etc. Ce CEN-CENELEC, j'en fais partie aussi, puisque c'est là où ça se joue, lui, il a une mission, c'est que d'ici à mars-avril 2025, donc c'est-à-dire dans pas longtemps, il doit fournir ce corpus de documents à l'Europe, en disant c'est bon, on a rédigé ce que vous nous avez demandé, voilà la copie, vous pouvez adosser ça à l'AI Act, et si les gens lisent l'AI Act et ces documents, et qu'ils les appliquent, ils seront présumés conformes. Donc ça c'est super, ça veut dire en gros, après eux on vous fait confiance. Le truc c'est qu'évidemment le CEN-CENELEC en 1 an et demi, 2 ans, il n'a pas le temps de rédiger from scratch tous ces documents. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va taper à la porte de l'ISO et il dit excusez-moi, mais est-ce que vous n'auriez pas déjà des documents sur la robustesse par exemple? Et là l'ISO répond bah oui, ça fait depuis 2018 qu'on bosse dessus, donc si vous voulez vous pouvez les prendre. Et donc ce qui se passe en ce moment c'est que le CEN-CENELEC importe les standards ISO
les repeint en normes européennes et prépare le package comme ça pour répondre à l'AI Act. Donc effectivement, l'ISO a un impact sur la manière dont on va implémenter les AI Act à travers le Sensenelec. J'ai perdu un hémisphère de cerveau. J'ai essayé pourtant d'être didactique, mais j'espère que j'ai pas tué tout le monde. Non, mais c'est super intéressant ceci dit. Mais Et Thomas, je sais que Thomas il a plein de questions. Bah, en fait, je pars du principe que l'AI Act, on le subit plus qu'autre chose. Ça a des vertus à long terme, bien évidemment, mais ça nécessite des changements de la part des entreprises ou des solutions à mettre en place. Est-ce que ça a été autant difficile de considérer la GDPR, enfin la gestion des données personnelles, sur l'aspect IA? Puisque là, on a le AI Act qui va toucher directement ton domaine sur la robustesse de l'IA. Mais est-ce que quand on a eu j'allais dire un acte, pas du tout, on a parlé de RGPD, ça a beaucoup impacté aussi ton travail? Vous avez dû retoucher les normes et ce genre de choses ou pas du tout? Alors, le RGPD a un lien avec les AI Act, puisqu'effectivement, pour faire de l'IA, il faut des données. Si c'est des données personnelles, il y a le RGPD dans l'affaire, donc ça, évidemment. Après, de manière pratico-pratique, si le sens de ta question, c'est est-ce que les AI Act va modifier toutes les pratiques de faire de l'IA dans l'industrie, Un peu. la réponse est pas forcément. Puisqu'il faut se rappeler que c'est une approche par les risques, et si vous n'êtes pas dans la catégorie à haut risque, a priori, vous faites un peu quand même ce que vous voulez. Si vous êtes dans la catégorie sans risque, l'IA pour les jeux vidéo, eux, ils ne changent pas une ligne de leur process actuel de fabriquer des IA. Là où le RGPD, par contre, touchait tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde a une newsletter, tout le monde a un site web où on peut s'inscrire. Donc eux, par contre, là, c'était beaucoup plus large l'impact pour les sociétés, enfin pour les entreprises. Donc l'AI Act, pour moi, va pas changer toutes les entreprises. Par contre, effectivement, celles qui vont être affectées vont devoir quand même penser en profondeur comment ils vont mettre des IA à haut risque sur le marché. Mais du coup, excuse-moi, j'ai une autre, ça me fait penser encore à une autre question, mais les modèles de fondation, tu peux avoir plein d'usages de modèles de fondation différents, parce qu'après, notamment les modèles que tu fournis sur les plateformes en open source, etc., derrière, potentiellement, ils sont réutilisés, fine-tunés, whatever, etc., et potentiellement mis dans d'autres outils pour devenir, finalement, par héritage. Est-ce qu'il y a une responsabilité en cascade des producteurs des modèles de fondation par rapport aux usages finaux qu'ils pourraient avoir par d'autres personnes qui les utilisent, en fait? Alors là, il faut un juriste pour vraiment répondre le plus précisément à ta question, mais dans le principe, si tu utilises un composant extérieur, c'est de ta responsabilité de t'assurer qu'il va te permettre d'être conforme. Donc si demain, admettons, je prends un exemple, demain je prends un modèle Mistral ou Lama ou autre, euh, il faut que moi je m'assure déjà que eux soient conformes avec les AI Act, et ensuite il faut que je m'assure que mon usage aussi va y être conforme si je le détourne ou si j'utilise des usages à risque. C'est ça que tu veux dire? De manière générale, hors LLM, on va mettre les LLM les modèles de fondation juste de côté 2 secondes. Si tu prends un modèle préentraîné, un réseau de neurones préentraîné classique, pas LLM, si tu l'intègres dans ta chaîne de production, et que tu le réentraînes ou que tu le fine-tunes, c'est de ta responsabilité de t'assurer qu'il ne va pas mettre en péril ta propre conformité. Logique. En tant qu'intégrateur de ce composant, c'est à toi de vérifier que ton fournisseur a le bon niveau de conformité. Le problème avec les modèles de fondation, c'est que justement, c'est un peu des grosses boîtes noires et vu qu'elles sont à usage général, pour eux, c'est vachement dur de dire pour tous les usages. Bah ouais, tu peux pas ils peuvent pas il faut les lister. classer sur toute la pyramide en fait à ce moment-là. C'est le problème. Et donc c'est là où je pense qu'il faut que c'est là où là on est le 15 mars et il aurait fallu peut-être faire l'interview dans une semaine, le temps que j'ai le temps de lire la dernière version. Non mais on a 2-3 heures, on peut bosser voilà, un petit peu. Je peux vite fait regarder qu'est-ce qu'ils ont mis, parce que le gros débat entre la dernière version et celle-là, ça a été ça. Ah ok. Ça a été comment on va vraiment traiter les modèles de fondation, parce que on sent bien que c'est problématique. Et surtout, toute la partie sur les modèles de fondation a été rajoutée à la toute fin de l'AI Act dans le process. Dans fondation, excuse-moi, rappelle-moi, il y a fondation, non? Donc ils l'ont traité à la fin. Alors, ça a été appelé modèle de fondation, même si le terme, je trouve, n'est pas forcément le meilleur. Mais en fait, si tu veux, c'est sorti une fois que ChatGPT est apparu. Dans le radar, du moins, du public. Ouais, bien sûr, il y a un an, quoi. L'AI Act, ça fait, je crois, si je me rappelle bien, les premiers travaux, c'est 2019. Donc, si tu veux, ça fait beaucoup plus longtemps que les législateurs se mettaient d'accord et commençaient à converger vers un texte. Et à la toute fin,
On leur dit, il vous manque un pan entier qui s'appelle l'IA générative, débrouillez-vous, rajoutez-le. Et évidemment, ça fait un peu une verrue sur le texte, si tu veux. C'est que le texte n'était pas pensé depuis le début pour l'IA générative aussi. Donc ils ont essayé de rajouter ça par-dessus avec les histoires de modèles de fondation. Mais on sent bien que c'est la partie de la législation qui risque d'être amendée dans les années qui viennent parce que ça bouge tellement vite et on ne sait pas vraiment où on va que c'est pas certain de ce qu'on va faire. Ok, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets encore. On voulait ensuite parler un peu de la souveraineté. C'est un fort sujet. Tu as parlé de la Chine, Pierre. Ça me paraît cohérent. Un peu des États-Unis aussi. Mais avant de passer à cette étape, il y avait Mohamed de l'ancien podcast, enfin de l'ancien épisode, pardon, qui avait posé une question pour le prochain invité. Arnaud est le prochain invité. Moi, je considère que c'est un petit rapport avec la souveraineté dans une certaine mesure. C'est quel est l'avenir des RAG dans un écosystème où les LLM, ils ont une fenêtre de contexte aujourd'hui de plus d'1 million de tokens, mais en réalité qui évolue de jour en jour. Quand avec le RAG, tu peux créer un semblant de garde-fou, le fait de créer des énormes contextes, bah, tu peux changer complètement la donne et tes RAG, enfin, tu peux perdre le contrôle des RAG que tu aurais mis en place ou des garde-fous de façon générale. Est-ce que tu peux juste, peut-être Arnaud, toi qui es le spécialiste, rappeler pour nos auditeurs, mais sans rentrer non plus dans les détails fondamentaux de ce que peut être un RAG? Ah oui, pardon. Alors, je pense que c'est pas forcément moi la meilleure personne pour répondre à cette question. Je suis pas assez qualifié sur ça. Toi, Thomas, tu peux le définir? Si Thomas, je pense que tu le définiras mieux, quoi. Ok, de façon extrêmement simple, un RAG, c'est juste de lui apprendre avec des données supplémentaires. Donc, le cas le plus simple, surtout dans les entreprises, c'est on va fournir au modèle de fondation des données, des textes qui proviennent de l'entreprise et donc qui sont très précis pour un besoin bien spécifique. Pour des mots, par exemple, qu'ils pourraient ne pas connaître, qui sont propres à l'entreprise. C'est un niveau un peu en dessous du fine-tuning et ça permet déjà d'avoir des résultats qui sont très cohérents pour des cas d'usage en entreprise. Après, ça. Donc ça voudrait dire que ta question, c'est on n'aurait plus besoin de cet outil-là ou de cette méthodologie qu'on appelle RAG parce que les fenêtres de contexte des LLM deviennent énormes et en fait, à chaque fois, tu pourras coller tout ton contexte, c'est ça? Pour recontextualiser un tout petit peu, c'est qu'au moment où on avait ChatGPT qui est sorti, on avait un contexte qui était assez limité et le RAG, ça a été une des solutions de dire bon, bah, en fait, on peut donner plus de contexte en fournissant des documents supplémentaires à ChatGPT de façon très simple. Mais aujourd'hui, les modèles, enfin, les LLM, ils permettent de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contexte. Et donc, ça crée une certaine concurrence entre les deux. Il y a un débat beaucoup plus profond là-dessus, mais c'est vraiment pour essayer de simplifier la chose. Si je prends le modèle économique de OpenAI, c'est finalement de pouvoir fine-tuner la base de ChatGPT à votre besoin. Donc eux, visiblement, c'est plutôt ça qui les intéresse, c'est de pouvoir construire un modèle économique disant je vais faire votre ChatGPT spécialisé dans votre secteur, pour votre entreprise, pour vos clients. Donc ça fait, quelque part, ça fait sens parce que pour moi, finalement, une IA de fondation, c'est une IA, on va dire, qui a les bases pour, on va dire, parler, échanger dans une langue, dans plusieurs langues, mais qui n'est pas forcément experte en tout, quoi. C'est-à-dire que l'expertise, ça viendra par la spécialisation. Ce qui était d'ailleurs le modèle initial de l'IA. Je veux dire, avant les IA génératives, les IA sont hyper spécialisées. Elles font une tâche super bien. Par contre, elles font rien d'autre. Donc, quelque part, pour moi, ça reste cohérent d'aborder le sujet de la performance des IA comme un sujet de spécialisation du domaine. Ok. Souveraineté, éthique, au cœur du combat. Donc l'AI Act a été ratifié début février. La dernière version a été signée il n'y a vraiment pas longtemps, quelques jours. On peut se poser la question de est-ce que l'AI Act, cette énorme réglementation et cadre juridique, peut-elle freiner ou en tout cas peut-elle ralentir la dynamique d'innovation en Europe versus l'avancement des US et de la Chine qui sont déjà, on le sait, plus avancés, assez techniquement plus avancés. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de se mettre finalement un bâton dans les roues et des obstacles devant cette course? Alors, pas forcément. Ce que je pense, c'est d'une part, déjà, il faut voir que les Américains il y a un executive order de Biden qui ressemble furieusement au contenu de l'AI Act, qui a été pris sur l'IA il y a maintenant, je crois, presque 1 an. Donc, quelque part, il y a une demande aussi de leur côté
d'avoir une forme de régulation. Alors, ils ne l'ont pas tout à fait structuré pareil, mais quand on lit le texte de l'executive order, globalement, on retrouve quand même les idées clés. Hein. Donc, on se dit que déjà, côté américain, il y a cette compréhension qu'il y a un besoin d'encadrement. Même les Chinois, finalement, ont aussi mis en place des guidelines et des réglementations en interne. Donc, quelque part, eux aussi savent qu'il faut encadrer l'affaire pour qu'elle se passe bien. Pourquoi ils font tout ça, et nous aussi, ma vision de la chose, c'est que le point clé de l'utilisation de l'IA, pour que ça marche, c'est l'adoption. Il faut que les gens aient confiance dans la techno. Et aujourd'hui, le déficit de confiance qu'on peut avoir, de défiance même qu'on peut avoir, une manière d'y répondre, c'est en montrant patte blanche avec de la réglementation, avec des labels, avec des certifications, avec justement des preuves et des tiers de confiance qui attestent que ça a été fait dans les règles de l'art, que c'est une bonne IA de confiance, etc. Un tampon, quoi. Exactement. C'est aujourd'hui ce qui fait quand même que les gens on va dire, montent dans des voitures ou dans des avions, c'est parce qu'on sait qu'il y a quand même des industries qui sont hyper encadrées, avec des processus, avec des contrôles, avec des certifications qui sont hyper lourdes à mettre en œuvre. Et c'est clair, hein, si l'automobile n'avait pas tout ça, ça coûterait peut-être moins cher de faire des véhicules. Par contre, ils seraient vachement moins sûrs. Et donc les gens, ils les utiliseraient peut-être moins. Et donc si on veut avoir une adoption de masse, il faut avoir une confiance de masse. Du coup, ça m'a fait penser pour la voiture, mais bon, c'est pas grave, on pourra en parler des Tesla et full self-driving et de ces réglementations. Est-ce que toi, tu as des cas concrets où la réglementation pourrait servir l'innovation finalement? Des cas d'usage finalement où tu peux nous citer dans les systèmes critiques, je crois, dans les industries critiques. Exactement. C'est-à-dire que dans les industries critiques, si je prends l'aéronautique, aujourd'hui, les standards en vigueur, qui réglementent comment on a le droit de mettre du logiciel dans un avion, interdisent, purement et simplement, l'usage de l'IA dans les fonctions critiques de l'avion. Donc, tout ce qui va être pilotage, déploiement du train d'atterrissage ou navigabilité de l'avion. Déploiement du train d'atterrissage quand c'est un Airbus, pardon. En tout cas, c'est interdit de mettre de l'IA pour ça. C'est écrit noir sur blanc dans le standard. Hein. Donc forcément, vous êtes avionneur, vous voyez que le marché il est fermé pour vous. C'est impossible. Ce qui se passe maintenant, c'est que justement l'AI Act, il dit, écoutez, ces fonctions-là critiques de navigation de l'avion, ça rentre clairement dans les systèmes à haut risque. Hein, si vous mettez une IA, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous le faites de cette manière-là, on peut parler d'IA de confiance. Et donc vous pouvez, dans le vertical aéronautique, possiblement réformer votre manière d'aborder le sujet de l'IA en vous basant sur les AI Act. Et donc à partir de là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte pour pouvoir mettre des fonctions d'IA dans des systèmes qui aujourd'hui les interdisent. En vous reposant sur la norme. Exactement. Donc ça veut dire que là, en fait, on crée des marchés pour l'IA, qui aujourd'hui, sinon, no go. Vous n'avez pas le droit de vendre ça. Très clair. J'ai une question qui est peut-être un petit peu personnelle, mais finalement, est-ce que tu as un avis sur la situation de la souveraineté française, ou à plus forte mesure européenne, mais la France c'est mieux, face au reste du monde concernant à la fois la data et l'intelligence artificielle? La position européenne et ou française, je pense qu'elles sont à peu près similaires dans ce contexte-là. La France a peut-être l'avantage d'avoir les meilleurs universitaires et les meilleures écoles de formation en IA par rapport au reste de l'Europe. Pour moi, alors là, je vais peut-être m'élever un peu dans le niveau stratégique, mais clairement, la bataille du cloud, on l'a perdue. Hein. Donc, le stockage des données, c'est pas l'Europe qui a la main mise là-dessus. Donc, là où les Américains se sont engouffrés dans la brèche sur l'IA, c'est qu'ils ont dit, nous, on va faire de l'IA à partir de données massives. Parce que on a le cloud, donc forcément, on a les données. Donc, nous, on a l'avantage. Donc, dont acte, clairement, sur ce terrain-là, ça va être très compliqué de battre les Américains à leur propre jeu. Là où, par contre, on peut être malin, c'est qu'il n'y a pas que ça, en fait, comme IA. On peut faire de l'IA différemment. On peut faire de l'IA avec moins de données, on peut faire de l'IA frugale. Et donc, on peut inventer d'autres modèles d'IA qui peuvent être peut-être tout aussi performants, voire mieux, il faut voir, hein, c'est de la recherche, hein, sur lequel nous, Européens, on pourrait avoir un avantage stratégique. C'est-à-dire de dire, en fait, je n'ai pas besoin de votre cloud pour le faire. Je peux le faire avec le peu de données que j'ai chez moi et je serai quand même compétitif par rapport à vous. Et cerise sur le gâteau, en général, quand je fais ça, je consomme moins de carbone. Enfin, j'en produis moins. Je consomme moins d'eau. Donc, en plus, je suis green. Et ça, pour le coup, c'est vachement apprécié en Europe. Donc, sur le marché européen, si j'arrive à m'afficher comme ça, j'ai un avantage compétitif par rapport à vous.
américains qui, par contre, vous polluez avec vos dizaines de milliers de GPU pour entraîner votre chat GPT. Donc, il y a un positionnement qu'on peut construire en réponse à cette domination américaine ou même chinoise sur le même principe, du massive data pour faire de l'IA, en allant chercher un autre modèle d'IA. Bon, par contre, ça demande des efforts de R&D, ça demande une politique publique volontaire pour le faire, donc, ce qui n'est pas évident, mais c'est faisable. En tout cas. Ça peut être une voie de sortie pour éviter d'être sur le même terrain de bataille en fait qu'eux, parce que clairement, on n'est pas en mesure de remporter comme ça. Et du coup, quand on parle de normes aussi, on a parlé de cadre, de réglementation, etc. Moi, j'ai aussi envie de... Il y a un mot qui m'intéresse et qui revient aussi beaucoup à la mode, c'est le terme d'éthique. Comment on peut garantir, ou en tout cas travailler pour que ces normes, elles soient alignées, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas alignées avec cette notion d'éthique. Est-ce qu'il faut là aussi définir finalement qu'est-ce que l'éthique ? Alors ça, c'est les grands débats qu'on a beaucoup en Europe, notamment au sein de Senelec, justement sur comment implémenter des standards d'éthique sur un territoire. Sachant que l'éthique, elle est dépendante de là où vous êtes. Vous êtes en Chine, vous n'avez pas la même éthique que vous êtes en Inde, ou en Afrique, ou en Europe. Donc ça veut dire que nous, Européens, on a une série de valeurs qu'on peut ensuite décliner dans des principes qui vont constituer un socle avec des règles éthiques. Mais elles seront valables probablement que pour nous. Même si on appelle ça des règles universelles, etc., en vrai, elles ne le sont pas de facto. Elles ne sont pas si universelles que ça. Donc, il faut, nous, réussir à définir, par rapport à nos valeurs en tant qu'Européens, qu'est-ce qui est important pour nous, pour qu'ensuite on puisse traduire ça sur le territoire européen en des guides pratiques, des guidelines, etc. Un exemple concret, c'est par exemple, l'éthique, c'est finalement sur tout le processus qu'il faut le prendre en compte, y compris par exemple dans la sélection des données. Tout à fait. Donc, si pour éviter les biais et tout, on parle de ces choses-là. Mais même juste, quel type de données vous utilisez. Il y avait eu un scandale aux États-Unis, une entreprise qui avait fait des logiciels de reconnaissance faciale qui pré-entraînait son algorithme avec des données, avec des gens qui étaient tous dans des tenues orange. Donc, en gros, je ne suis pas tellement sûr que les prisonniers des prisons américaines avaient donné leur consentement pour que leurs photos servent à entraîner des IA. Donc là, on se dit bien, tiens, il y a peut-être un sujet, effectivement, là, il faut que l'entreprise se pose la question, est-ce que je suis d'accord pour finalement prendre ces données-là pour entraîner mon système ? Peu importe ce que je vais en faire après, peut-être que c'est pour faire énormément de bien, mais en même temps, là, j'ai quand même déjà un caillou dans la chaussure parce que je n'ai pas choisi de manière très éthique la manière dont j'ai sélectionné mes données. C'est vraiment, vraiment totalement passionnant. On a parlé récemment pas mal de Gemini, qui est un modèle de Google. Et on va pas se faire des amis. On a déjà donc les Chinois contre nous, les Américains. Enfin voilà, on va vraiment pas se faire des amis là. On va avoir des contrats sur nos têtes. Bref. Mais il y a eu une affaire de ce qu'on appelle le wokisme. Là aussi, on touche quelque chose de sensible et c'est aussi un peu rapport finalement à la sélection des datas. Comment tu peux lutter contre ça finalement en tant qu'entreprise ou même en tant que cadre réglementaire finalement ? Parce que là, on est dans la manipulation. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, là, clairement, eux, ils ont appliqué leur éthique. C'est-à-dire que dans l'éthique de Google. Ouais, voilà. Leur éthique. C'est-à-dire que dans leur référentiel éthique, en fait, ce qui se passait dans ces algorithmes, c'est que c'est pas tellement l'IA en tant que tel, c'est le pré-processing et le post-processing qui, en fait, réécrivait vos requêtes pour inclure nécessairement des attributs de genre ou de couleur de peau différents, histoire de faire de la diversité. Mettre le prompt dans des bonnes conditions qui leur allaient bien, finalement. C'est ça. Okay. Donc, et ça, là, pour le coup, c'est conscient. Je veux dire, là, c'est écrit. C'est volontaire de la part de l'entreprise. C'est écrit dans une spec. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit vous faites en sorte que le prompt, vous le réécrivez comme ça, avec une spec très précise, à mon avis, de comment il fallait le faire. Donc ça, c'est une exigence qui a été mise par des développeurs ou par les responsables de ces développeurs pour le faire. Donc là, on est typiquement dans quelque chose où une loi ou une réglementation qui encadre aussi ces pratiques avec l'éthique aussi comme feature caractéristique aurait pu faire du bien. La loi va vous dire vous devez tenir compte des principes éthiques
dans votre conception. Si les standards vont jusqu'à dire vous devez modifier justement pour être plus inclusif dans l'intégralité des prompts, par exemple, que vous devez faire, si le standard écrit ça, l'entreprise qui le fait pourrait dire je suis conforme à ce standard. Non, mais en fait, là, ça va être un problème parce qu'en fait, on demande de savoir, finalement, la vraie question, c'est de savoir si la discrimination positive rentre dans ce qu'on pourrait appeler une éthique acceptable pour l'Europe. Et là, je pense que le point de vue des Américains et des Européens diverge, à mon avis, Donc, c'est assez complètement fortement. idéologique, là, en fait. Oui, c'est Super. exactement ça. Et c'est pour ça que je disais, le premier point, avant de parler d'éthique, c'est de parler des valeurs. C'est quoi les valeurs européennes? Et à mon avis, c'est pas les mêmes que les Américains et c'est pas les mêmes que les Chinois. Et donc, à ce moment-là, c'est normal qu'on diverge en termes d'implémentation ensuite de l'éthique qui en découle. D'un côté, tu prends la data et que la data, elle est biaisée, et que de l'autre côté, tu veux dire, j'ai envie de débiaiser la data, et que tu installes des règles pour faire du wokisme ou de la discrimination positive, comment finalement on fait pour avoir un système justement qui soit dans ces valeurs-là, dans ce cadre-là? Tu peux toujours retraiter tes données pour refléter une manière d'enlever les biais qu'elles pourraient contenir. Il y a quand même des techniques en maths qui vont permettre de travailler sur ça. Ouais. Je dis pas que c'est simple, je dis juste qu'il y a des techniques. Après, quelque part, c'est à l'entreprise d'être transparente sur quelles sont les valeurs et l'éthique qu'elle va appliquer. Voilà, aussi on pourra en parler parce qu'on n'a rien en fait. On n'a pas les algos, on n'a pas les poids, on n'a rien. Aujourd'hui, effectivement, c'est black box. Là où, par contre, dans une démarche de conception, selon les AI Act, il y a déjà beaucoup plus d'exigences de transparence pour expliquer montrez-moi comment vous avez fabriqué votre affaire. Montrez-moi quelles ont été les étapes, les choix de conception, les choix de validation. Montrez-moi tout ça. En fait, tout ça, c'est demandé. Donc, quelque part, ça va forcer les entreprises. Si vous voulez aller dans une direction woke, ok, vous avez le droit de le faire. Par contre, il faut le dire, il faut le préciser. Il faut que les gens soient conscients que là, ils parlent avec une IA qui a une conception qui tient compte de tel et tel paramètres, critères, valeurs, etc. Si je savais qu'on allait parler de philosophie pendant ce podcast, j'aurais peut-être plus écouté en cours cette partie-là. On a toujours une dernière question, Arnaud. C'est quelle est ta question pour le prochain invité? Sachant que le prochain invité, je ne sais pas qui c'est, évidemment. Bien sûr que non, c'est la magie. Un sujet, je pense, qui mériterait d'être abordé peut-être par le prochain invité, c'est on a parlé de souveraineté. On a évoqué l'IA et les algorithmes. Par contre, on n'a absolument pas évoqué le hardware. Et je pense une vraie question, c'est aujourd'hui comment on peut espérer rester souverain si on n'a pas de filière hardware qui permettront de soutenir l'effort de l'intelligence artificielle. Ouais. Super question. Super question parce qu'il est beaucoup question de hardware en ce moment avec des arrivées de LPU en face des GPU, donc des architectures spécifiques pour traiter des problématiques de LLM et d'IA. Géniale question. Moi, ça aurait pu durer encore des heures et des heures. Je me demande si on va pas devoir faire un deuxième épisode avec toi, Arnaud. La revanche. Parce qu'il y a plein d'autres trucs dont on aimerait parler. Je sais que tu es aussi impliqué dans tout ce qui est comité de défense aussi et l'IA pour la défense. Ouais. Et ça aussi, c'est des choses qui sont à la fois très stratégiques, critiques et dont on pourrait parler. Un grand merci à toi, Thomas, pour ces questions. Je sais que tu as été passionné aussi par tout ça. Et un grand merci, Arnaud. Très content d'avoir fait cet épisode et j'espère qu'aussi vous aurez passé du bon temps à écouter tout ça et que ça sera un peu moins opaque pour vous, toutes ces questions-là. Merci Arnaud, merci Thomas. Merci à tous. Merci à vous.